Bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre Poissonnet, je travaille à l'IFIP Institut du Port sur les thématiques de bien-être animal. Et avant, du coup, j'étais sur les thématiques de santé animale. C'est aussi pour ça que je vais vous faire deux présentations. Donc, la première, pour remettre le titre, c'est la filière porcine utilise peu d'antibiotiques. Alors, on va recontextualiser un peu tout ça. Donc, on retourne 10 ans en arrière, 2012, début du plan Éco-Antibio 1. L'objectif annoncé par le gouvernement était moins 25% d'usage des antibiotiques. Alors, les rapports de vente des antibiotiques par l'ANSES, qui est fait annuellement, a montré qu'en 5 ans, toute filière confondue, on a eu moins 37% d'usage d'antibiotiques. Toute filière confondue. Donc, l'objectif était atteint. Il y a eu un plan Éco-Antibio 2 à la suite du premier, où là, les objectifs étaient un peu différents. J'en ai mis un en avant, celui de la réduction d'usage de la colistine, qui était moins 50% en prenant comme référence les années 2014 et 2015, la moyenne de ces deux années. Et là, de nouveau, dès 2020, l'objectif était atteint, puisqu'on a atteint moins 60% en 2020. Alors là, je vous ai donné des chiffres toutes filières confondues. Qu'en est-il par filière? Eh bien, regardez ce graphique où on va commencer, on prend l'usage des antibiotiques en prenant un indicateur, c'est l'ALEA, hein, c'est un indicateur qui est utilisé à l'échelle européenne. Et on voit que le porc en 2009, on était quand même assez utilisateur d'antibiotiques, hein. Quand on compare par rapport à la volaille, par rapport aux petits carnivores, donc chien-chat, et bovins, on était très haut. Par contre, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits. En 2019, on a une forte réduction d'à peu près 60% d'usage d'antibiotiques pour atteindre, vous voyez, en 2019, on est en dessous les petits carnivores et on atteint presque la volaille et le bovin. Donc, une réduction et un effort qui est très considérable. Maintenant, dans la filière porcine, plus précisément, on a un outil qui nous permet d'avoir un peu plus d'informations, même beaucoup plus d'informations. C'est le panel INAPOR. Lui, il existe en fait. Alors, pour aller dans l'ordre, ses objectifs, son premier, c'est évidemment de quantifier l'usage des antibiotiques. OK. Mais l'avantage qu'on a ici, c'est par catégorie d'animaux. C'est-à-dire, on sait l'usage des antibiotiques sur les truies, les porcelets sous la mer, le post-sevrage ou l'engraissement. On a également les motifs de traitement. On sait pour quel motif a été utilisé l'antibiotique. À chaque fois, sur chaque panel, on a eu à peu près 150 éleveurs. Ça va de 143 à 172. On a quand même un panel assez conséquent. Et donc, ils ont été réalisés en 2010, 2013, 2016, 2019. Et actuellement, on a la cinquième édition qui est en cours, qui étudie l'année 2022. Et vous voyez que grâce à cet outil, hein, on arrive à mieux comprendre la forte baisse des usages d'antibiotiques en filière porcine. On voit que en 2010, la catégorie d'animaux la plus utilisatrice, c'était clairement le post-sevrage, les porcs en post-sevrage. Ils étaient bien au-dessus les autres stades physiologiques. Et entre 2010 et 2016, on a une très forte diminution. Au total, sur les 9 années, on a moins 78% d'usage d'antibiotiques en post-sevrage. Alors ici, mon unité, hein, c'est le nombre de jours de traitement qui permet de refléter assez bien l'exposition aux antibiotiques. Alors je vous dis, moins 78 en post-sevrage, c'est super, c'est vraiment un très très beau résultat. Mais si on regarde les autres catégories d'animaux qui étaient quand même moins utilisatrices en 2010, elles aussi, elles ont diminué, hein, et par des diminutions assez conséquentes, hein. Moins 52 pour les truies, moins 66 pour les porcs porcelets sous la mer et moins 81 en engraissement. Alors, on a beaucoup de détails grâce au panel INAPOR. Moi, aujourd'hui, je vais surtout vous montrer et on va essayer de comprendre l'évolution en post-sevrage uniquement. Donc, quand on regarde les formes pharmaceutiques qui sont utilisées pour les antibiotiques, donc sur le porc en post-sevrage, les prémélanges étaient les plus utilisés, hein. Et là, on voit qu'on a une forte baisse entre 2010 et 2016. Et ce qui est rassurant aussi, c'est de voir que les prémélanges ont fortement diminué, mais finalement, les poudres et solutions orales, elles n'ont pas du tout augmenté. Elles ont même continué à diminuer également. Donc, on n'a pas eu une compensation des prémélanges sur d'autres types de formes pharmaceutiques. Les injectables, c'est vraiment très faible utilisation en post-sevrage. En regardant par famille d'antibiotiques, la colistine était clairement la famille d'antibiotiques la plus utilisée en 2010. Et là, de nouveau, forte diminution, surtout entre 2010 et 2016. Ce qui est très encourageant, c'est qu'on note qu'en 2019, on n'a aucun prémélange à la colistine qui a été relevé dans le panel INAPOR. Et deuxième fait intéressant, qui n'est pas forcément écrit sur la diapo, c'est qu'en 2019, la colistine n'est plus la famille d'antibiotiques la plus utilisée en post-sevrage, hein, c'est les tétracyclines. Je vous ai présenté deux autres familles qui sont utilisées en post-sevrage, donc tétracycline et pénicilline, et de nouveau, on voit qu'il n'y a pas eu de compensation, enfin, en tout cas, ça a continué à diminuer aussi sur ces sous-familles. Et pourquoi la colistine a diminué? Parce que les problèmes digestifs ont aussi été mieux maîtrisés depuis les années 2010, hein. Il y a eu des vaccins qui ont été mis sur le marché, mais les problèmes digestifs existent encore. Donc, de nouveau, on a cette information. Donc, en vert, la courbe verte, on voit que c'est donc l'évolution des motifs digestifs qui a diminué de 88% en 9 ans. Néanmoins, en 2019, on voit que c'est quand même
le motif de traitement qui est le plus utilisateur d'antibiotiques en post-sevrage. Alors, je vous ai ajouté un nouveau type de graphique, un histogramme, où ici, on a les pourcentages d'élevage qui ont utilisé au moins une fois dans l'année un antibiotique pour le motif cité. Et de nouveau, on voit que, alors, pour le digestif, on était à 90% en 2010 et aujourd'hui, on a à peine, enfin, un peu plus de 60% des élevages qui ont utilisé une fois un antibiotique pour des raisons, pour des problèmes digestifs. Eh ben, ça reste quand même en 2019, donc les histogrammes jaunes, le motif de traitement qui est le plus utilisateur pardon, d'antibiotiques. Donc pour la conclusion, ce qu'on note, c'est que toutes les filières ont fait un effort. Nous, en porc, on a une réduction en se basant sur les chiffres de l'ANSES entre 2011 et 2021 de moins 58,5% d'usage d'antibiotiques. Donc en prenant en compte la première diapo, l'aléa. Grâce au panel INAPOR, on voit que un peu plus dans le détail, on a une forte diminution. Donc on a vu surtout 2010-2016 avec un léger ralentissement entre 16 et 19, mais une diminution qui continue, et que c'est principalement en post-sevrage qu'il y a eu cet effort enfin, l'effort a été sur tous les postes, mais en tout cas, en post-sevrage, on a vraiment une diminution encore plus forte. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est ce qu'on a atteint un seuil. En 2019, même les rapports de l'ANSES montrent que la réduction diminue un peu depuis 2019. On diminue, mais moins fortement. Le panel 2022 nous permettra aussi de mieux comprendre si on continue à baisser dans la même dynamique ou si finalement on a un léger ralentissement. L'idée, ce serait évidemment, c'est ce qui a déjà été fait, en tout cas, de développer de la prévention des pathologies. Le vaccin, ça a vraiment efficacement marché. La biosécurité aussi. Maintenant aussi, pourquoi pas travailler encore un peu plus sur la qualité de l'eau et sur la formulation des aliments pour travailler sur la santé des animaux. Et il y a un autre levier aussi que nous, à l'IFIP, du coup, on est partenaire d'un projet, le projet SHARP, qui est un levier génétique. L'idée, c'est de trouver des indicateurs phénotypiques donc, qui représenteraient la robustesse des animaux, porcelets mais aussi truies, et qui permettraient de sélectionner des animaux un peu plus robustes pour éviter justement l'usage d'antibiotiques. Donc voilà pour ma présentation sur les antibiotiques. J'imagine que j'enchaîne sur le bien-être animal. Tout à fait, tout à fait. On ne va pas perdre beaucoup de temps. OK. Donc, deuxième intervention, la filière porcine, s'investit dans la bientraitance et le bien-être animal. Alors, on est aujourd'hui sur les thématiques des attentes sociétales. Alors, oui, le bien-être animal est indéniablement une des préoccupations majeures de la société. Sur ce graphique, donc, qui date de 2014, qui a été fait sur des lycéens, on leur posait la question, mais quelles sont vos préoccupations principales vis-à-vis de l'élevage? 80% des répondants ont répondu bien-être animal, ce qui est quand même énorme. Aujourd'hui, ce même type, alors déjà, première chose, les lycéens de 2014, aujourd'hui, c'est des jeunes gens de 25-30 ans, ma catégorie. Et aujourd'hui, on a refait ce type, c'est pas pour critiquer les plus anciens. Voilà. Aujourd'hui, on a refait, il y a d'autres études qui ont été faites, surtout avec toute la médiation qui existe autour des impacts écologiques et du changement climatique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les préoccupations sur l'impact environnemental, elles ont grimpé. Elles sont montées jusqu'à 78% pardon, dans certains sondages. Pour autant, les préoccupations vis-à-vis du bien-être animal n'ont pas du tout baissé. Donc aujourd'hui, en fait, on n'a pas une préoccupation majeure, mais deux vis-à-vis de la société. Maintenant, est-ce que ces préoccupations ont été prises? Alors, j'ai envie de dire oui. Déjà, dans la réglementation citoyen, il y a une réglementation sur des choses qui concernent uniquement le bien-être animal. On a la densité, c'est clairement une réglementation par rapport au bien-être animal. L'exposition à la lumière, les 8 heures, 40 lux, et la qualité des sols et les types de sols aussi. On ne va pas tous les faire parce que pour le coup, la réglementation, il y a énormément de choses. Mais pas que, il y a aussi les éleveurs. Les éleveurs, il y a des choses qu'ils font au jour le jour sur le bien-être de leurs animaux qui ne sont pas réglementaires. Ce sont les premiers concernés et ils le pratiquent, que ce soit les soins au quotidien, on pense soins vétérinaires, mais aussi juste la surveillance, intervenir quand un épisode de cannibalisme commence, gérer les animaux, etc. Et la relation animale, apprivoiser ses cochettes, c'est quelque chose qui est très pratiqué et qui permet de mieux travailler avec ces animaux. Alors, pour essayer de concrétiser tout ça, je vais vous montrer 5 cas. C'est une liste non exhaustive, je m'excuse par avance, justement pour bien comprendre quels ont été les investissements, que ce soit financiers ou autres, de la filière dans le bien-être animal et la bientraitance. Alors, le premier, pas des moindres, celui qui nous a impacté récemment, je pense, pas mal de personnes dans la SAD, c'est le référent bien-être animal. Alors, à partir du 1er janvier 2022, doit être désigné un référent bien-être animal dans chaque élevage de France. Donc, c'est quand même c'est quand même quelque chose de majeur. Donc, comment ça s'est déroulé? Alors, dans un premier temps, il a fallu former des formateurs au futur référent bien-être animal. Et ça, pour le coup, l'IFIP était pas mal impliqué. On a eu la Chambre d'agriculture de Bretagne, la SNGTV aussi. Donc, c'était obligatoirement une formation de 7 heures.
setteurs avec des futurs formateurs avec lesquels, pour prendre un chiffre, par exemple, nous, l'IFIP, on a formé un peu plus de 150 formateurs, hein. Et du coup, on évoquait, on essayait de remettre à plat et on repartait de zéro. Qu'est-ce qu'un porc? Quel est son univers sensoriel? Quels sont ses comportements? Comment il évolue dans son environnement? On essayait de définir le bien-être animal et de revoir aussi les relations animales, etc. Sur cette heure, beaucoup de thèmes étaient abordés. Ces formateurs formés, ils étaient déployés sur le terrain pour aller former nos éleveurs. Et pour les éleveurs, le parcours de formation n'était pas non plus anodin, hein. Donc, ils devaient avoir 7 heures de formation avec nos formateurs formés. 7 heures en présentiel obligatoire. La formation, c'est pareil, c'était validé par OCAPIAT ou par Vivea avant qu'elle soit réalisée. En plus de ça, les éleveurs ont fait des modules à distance de 2 heures qui parlaient également de bien-être animal. Et tout ça dans un temps imparti assez restreint, puisqu'ils avaient 18 mois, la filière avait 18 mois pour former des référents dans chaque site. Pour le coup, à partir du 30 juin 2023, donc aujourd'hui, chaque élevage a un référent bien-être animal. Donc c'est quand même je dirais, une action qui a été rudement menée et efficacement menée aussi. Donc sur d'autres cas concrets, en 2022, même année, on avait aussi la fin de la castration chirurgicale, hein, sans prise en charge de la douleur. Alors ça a été mis en place donc à partir du 1er janvier 2022. Est-ce que la filière a été déjà prête à s'adapter à cette évolution? Donc elle a proposé, on a aujourd'hui 3 solutions, hein. Et quand on regarde ces 3 solutions, finalement, je dirais que la transition s'est faite assez efficacement puisqu'on était prêt, hein. Que ce soit sur la prise en charge de la douleur, les protocoles, il y a même un protocole qui n'avait pas eu son AMM France, mais qui a été testé et approuvé. On attendait son AMM. En tout cas, celui avec la lidocaïne est validé et avait été testé préalablement. Il y a un centre de ressources pour justement apporter les informations aux techniciens vétérinaires et éleveurs qui a été créé avant le 1er janvier 2022. Et il y a eu aussi des formations d'éleveurs, que ce soit sur le site Castra-BEA, mais également par les vétérinaires. Ils ont formé chaque éleveur qui utilise aujourd'hui, en tout cas qui prend en charge la douleur, et ils ont réfléchi ensemble à comment mettre en place ce protocole dans chaque élevage. La deuxième solution, c'est élever des porcs non castrés. Alors cette pratique, ça c'est quelque chose qui existe depuis quand même assez longtemps en France, hein. Copperle en tête de course, hein, mais pas que. Enfin, du coup, moi, c'était le sujet de mon stage en 2014, hein. C'est pas pour revenir sur mon âge, hein, ça a été comment élever des porcs mâles en élevage conventionnel. Donc 2014, hein, donc depuis 2022, il y a eu quelques années. Donc on était prêts, les connaissances étaient déjà acquises, hein. Et à l'abattoir, comment identifier les carcasses odorantes? C'est pareil, hein, que ce soit l'IFIP, mais aussi la filière en entière était prête à passer justement à la détection avec une méthode qui a été encore à réactualiser, la méthode San-Malo aujourd'hui. Troisième solution, la vaccination contre les odeurs de Vera, hein. Donc là, Provac, il a une AMM européenne depuis 2009, hein, donc il ne l'a pas eu en 2022, hein. Donc ça fait un moment qu'il est utilisé, qu'on a des retours sur cette utilisation. Du coup, le protocole de suivi des mâles entiers en élevage est aussi connu et reconnu. De nouveau, la vérification à l'abattoir, c'est la même que pour le mâle entier. Donc, on était prêt à passer à la castration, en tout cas avec prise en charge, en tout cas à l'arrêter sans prise en charge de la douleur. Pour rester sur les interventions sur les porcelets, on a fait de nombreux travaux sur la codectomie. Alors, pourquoi la pratiquer, hein? Effectivement, aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité et la codectomie est encore très pratiquée. Enfin, elle est pratiquée en élevage, hein. Mais pourquoi elle est pratiquée? Parce qu'elle réduit quand même par 3 le risque d'apparition de codophagie et de cannibalisme. Donc ça, c'est très compliqué à maîtriser, hein. Il y a des pays nord-européens qui se cassent encore les dents là-dessus. OK, on peut enrichir l'environnement, mais néanmoins, avec des queues entières, on a des apparitions de codophagie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on cherche des solutions. Mais la France n'est pas restée sans rien faire non plus. On n'a pas regardé les Suédois travailler, hein. La fiche monitoring existe depuis plusieurs années, hein. À quoi elle sert cette fiche monitoring? Elle sert surtout justement à faire un petit focus sur ça, essayer de quantifier l'apparition, en tout cas la prévalence du cannibalisme et de la codophagie en particulier dans mon élevage, en notant les morsures légères ou les morsures un peu plus graves, en les référençant et en faisant un bilan. Et au bout de 6 mois, justement, faire ce bilan, ça me permet de voir qu'au bout de 6 mois, j'ai pas eu de cannibalisme, peut-être que je peux essayer de me lancer dans un essai à queue entière. Petit à petit, parce que après, si on fait toute une bande, ça peut être un peu plus compliqué. Voilà, il y a des méthodes, et quoi qu'il arrive, c'est toujours en partenariat avec son vétérinaire et son technicien sous conseil d'élevage. Et comment arrêter? C'est pareil, hein, on n'est pas. Ça, c'est des sujets qui existent depuis très longtemps. Dans un premier temps, comment arrêter? Il y a identifier les facteurs de risque. Alors, il y a des fiches techniques, une fiche technique en particulier qui existe et qui n'existe pas récemment. Elle existe depuis 2016, je crois. La fiche technique prévenir de la douleur chez le porc,
qui référence tous les facteurs de risque justement, et l'audit Schwib, Schwib qui a été développé par des Allemands, mais qui a été adapté à l'élevage français. Cet audit, il permet justement de mettre en évidence les principaux risques dans ma salle, qui pourraient justement provoquer du cannibalisme, de la codophagie. Cet audit, il est pratiqué par les FIP, mais une formation existe aussi pour justement apprendre à utiliser cet audit. Il y a aussi des projets qui existent aujourd'hui, qui sont en cours sur identifier les bonnes pratiques. Projet Corélac, porté par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, les FIP, on est impliqué dedans aussi, et le projet C3PO, porté par la coopération agricole. Dans les deux cas, l'idée, c'est d'aller dans des élevages commerciaux, de voir ce qui est pratiqué, d'essayer des choses pour voir si ça fonctionne. Et enfin, identifier précocement les épisodes de codophagie, c'est un peu plus ambitieux. C'est le projet Solbi qui est porté par Valérie Courboulet de l'IFIP du coup, qui a pour vocation du coup d'essayer d'identifier des cris caractéristiques qui pourraient être caractéristiques à du cannibalisme et à de la codophagie, de les identifier par IA et du coup de créer des alertes aux éleveurs pour qu'ils puissent justement intervenir le plus rapidement possible. Donc sur ce problème-là, finalement, on se rend compte que même s'il n'est pas réglé, on est dessus et pas tout récemment. Ça fait un moment que le sujet est sur la table. Maintenant, on passe un peu à autre chose, mais pour le coup, dans le titre, c'était s'investir dans la bientraitance et le bien-être animal. Le sujet des quasi-libertés prend le mot investir au premier degré. Donc je pense que vous l'avez vu, il y a de plus en plus de maternité-liberté. On sait qu'il va y avoir une réglementation où ça risque de passer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quand même un changement qui n'est pas anodin. On demande de la surface en plus, 30%. On demande des protections en plus pour les porcelets, barres anti-écrasement, mais également pour les salariés. Et qui dit libérer les truies dit une possible augmentation du taux de perte et augmentation du temps de travail. Donc c'est un investissement de la part des éleveurs, mais c'est un investissement qui paye. Tous ceux qui sont passés sont très contents d'avoir libéré leur truie. Il y a une amélioration claire du confort de la truie, mais également du porcelet, parce qu'on augmente sa surface. Et le fait d'arrêter de les contenir favorise l'expression de leur comportement d'investigation autrui, mais également maternelle. Recherche de contact groin-groin, elles peuvent plus aisément le faire. Enfin, dernier point, ce sera sur des outils d'évaluation du bien-être animal. Donc, là, je vous ai pas mal parlé de bien-être animal, mais le bien-être animal en éthologie, il se mesure à partir de l'animal. Donc, des outils d'évaluation du bien-être, la filière française en a et pas des tout récents forcément. C'est pareil, c'est pas quelque chose qui vient d'arriver cette année ou l'année dernière. On a l'outil Tibena développé par Terena, qui existe depuis quelques années et qui est utilisé principalement par Terena. On a l'outil Piglo qui, lui, est centré sur l'agriculture biologique, évaluer le bien-être parce qu'il existe aussi et on a besoin de l'évaluer en agriculture biologique. Alors, il a été fait, c'est un projet européen, mais la France a été très impliquée dans l'élaboration de cet outil. Et enfin, on a l'outil BIP, BIP qui, pour le coup, est un outil IFIP et qui surtout s'adapte à tous les types d'élevage. Il a plusieurs atouts, on va faire un focus sur celui-là. Déjà, il a été créé par les éleveurs et pour les éleveurs. C'est un atout indéniable dans le sens où c'est un outil d'autodiagnostic, donc chaque éleveur pourra le pratiquer dans son élevage demain. Et les choix des indicateurs ont été hyper importants puisque donc, comme je viens de le dire, ça permet l'auto-évaluation par l'éleveur, mais également par un conseiller et un technicien. Et à la fin, il n'en sort pas qu'un score, mais plusieurs scores, ce qui permet d'identifier ses points forts et ses points faibles à améliorer. Et enfin, par rapport aux deux autres outils, lui, il est utilisable sur tout type d'élevage, conventionnel, paille, plein air et agriculture biologique, donc avec accès plein air aussi. Il a tellement d'atouts, j'ai envie de dire qu'il est intégré à la démarche Le Port français. Aujourd'hui, donc il est intégré à cette démarche. Il est non obligatoire pour les éleveurs, mais en tout cas, il est intégré à la démarche. Voilà, pour conclure, sur la prise en compte des attentes sociétales, aujourd'hui, elle n'est pas mise de côté. Elle est clairement au cœur de beaucoup de projets. J'ai cité que 3 projets qui sont portés ou partenaires, où l'IFIP est partenaire, mais il y en a beaucoup d'autres. Le premier, Bâtiport C4E, c'est évaluer et c'est imaginer le bâtiment de demain en prenant 4 dimensions. Le bien-être animal, l'impact environnemental, l'ergonomie de l'éleveur, parce qu'elle est très importante, et aussi les attentes sociétales. Elles sont toutes les 3 à la même échelle. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Un projet qui est fini, qui a duré 5 ans, comme quand on s'y est attelé il y a un moment quand même. Projet GoPU Occitanie qui était d'imaginer l'élevage de demain en prenant en compte les impacts environnementaux, mais également les attentes sociétales. Et vous connaissez peut-être l'élevage fisueur de Le Gouessant, qui est sorti de terre, qui tourne. L'élevage est rempli, ça fonctionne assez bien et qui justement a été créé pour prendre en compte les attentes sociétales. Dans tout ça, donc du coup, sur ces 3 projets, l'IFIP était porteur ou partenaire. Pour Fisueur, on est partenaire.
L'idée, c'était de créer des projets donc, en prenant en compte les attentes sociétales, mais tout en gardant une vision globale de tout ça. À chaque fois, on n'oublie pas le bien-être de l'animal, mais du coup, évalué sur l'animal, l'impact carbone, hein, qui a été présenté également par Annie, et l'ergonomie de l'éleveur, parce que finalement, dans tout type d'élevage, demain, ce sera l'éleveur qui sera le premier acteur au sein de ces élevages. Et du coup, l'idée, c'était de boucler la boucle avec les matinales. Je pensais être le dernier intervenant, mais Apolline va clôturer les matinales. Et du coup, je voulais dire oui, alors OK, on met les attentes sociétales au cœur des projets, on garde une vision globale. Pour ça, pourquoi? Pour concevoir un élevage de demain qui justement répondra aux attentes sociétales, mais aussi qui permettra de nourrir la population, ce qui était la matinale d'il y a 2 jours, de continuer à valoriser des coproduits et de recycler aussi les effluents, etc., de boucler la boucle, quoi. Voilà, je vous remercie de votre attention.